Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis agissent en maître incontesté sur la Terre. La Chine est en train de s'imposer comme la prochaine grande puissance et une guerre économique et technologique fait rage entre ces deux adversaires. Mais une troisième force est en jeu, avec une approche complètement différente. C'est Bitcoin. Ça peut être difficile de bien saisir ce qu'il se passe, mais aujourd'hui, il y a une vraie guerre idéologique et économique entre ces trois pôles. Et donc naturellement, on a envie de savoir ce qui va se passer dans le futur. Qui va l'emporter? Est-ce que ça va être la Chine, les États-Unis ou Bitcoin? En m'appuyant sur l'ouvrage The Network State de Balaji Srinivasan, je vais analyser la situation actuelle pour ensuite envisager à quoi pourrait ressembler notre futur d'ici une dizaine d'années. Bienvenue sur CoinStation, je m'appelle Léo et sur ma chaîne, je vulgarise les technologies qui ont rapport avec la blockchain, les NFT, le métavers, la crypto-monnaie dans son ensemble et je parle de l'impact que ces technologies ont sur notre monde actuel. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'ai également un compte Twitter, Insta et TikTok. On va commencer par définir ces trois puissances. Donc les États-Unis, la Chine et Bitcoin. Je me base sur le livre The Network State de Balaji Srinivasan, encore une fois. Et pour lui, ces trois pôles sont symbolisés par le New York Times, le plus grand journal américain, par le Parti communiste chinois et par Bitcoin. Chaque pôle a une source de vérité. Pour le New York Times, c'est le papier. Pour le Parti communiste chinois, c'est le parti. Et pour Bitcoin, c'est le protocole. Chaque pôle a également une économie. Pour le pôle New York Times, c'est le dollar. Pour le Parti communiste chinois, c'est le yuan. Et pour Bitcoin, c'est la crypto-économie dans son ensemble. Donc, Balaji Srinivasan ne se limite pas juste à la crypto-monnaie Bitcoin, mais voilà, il englobe toutes les cryptos. Et chaque pôle est un réseau qui est en dehors des États. Le New York Times, il est bien sûr lié à l'État américain, mais il est en dehors. Le Parti communiste chinois, pareil, c'est pas exactement la Chine, c'est un parti externe. Et Bitcoin, bien sûr, est en dehors de tous les États. Chaque pôle a une idéologie. Pour le pôle New York Times, l'idéologie, c'est le woke capital. Le woke capital, c'est un capitalisme qui permet la censure décentralisée qu'on connaît sous le nom de cancel culture. Pour le PCC, donc le Parti communiste chinois, l'idéologie, c'est le communist capital. C'est un capitalisme contrôlé par le pouvoir central. Et pour Bitcoin, c'est un crypto-capital, qui est un capitalisme non étatique, sans entreprise, avec une résistance à la censure, décentralisée et qui a des lois internationales neutres. Pour le pôle New York Times, l'idéologie, c'est tu dois compatir. Parce que oui, si tu es un homme blanc, hétéro, riche, alors en fait, tu es naturellement un oppresseur et tu dois compatir avec le malheur des autres. Ça, je répète, c'est selon Balaji Srinivasan. Je donnerai mon avis un peu sur la chose dans les prochaines minutes. Pour le PCC, tu dois te plier. Le Parti communiste chinois, son but, c'est le totalitarisme digital. Et pour Bitcoin, BTC, tu dois être souverain. Ça veut dire que tu as tes clés privées dans un cold wallet, tu ne fais confiance ni aux États, ni aux grosses entreprises. Tu es autosuffisant, autonome et indépendant. Et selon Balaji, il faut un équilibre entre les trois. On ne veut pas de contrôle total, mais pas non plus l'anarchie. On ne veut pas trop compatir, mais pas se retrouver non plus dans la Russie des années 90 où c'était un petit peu comme dans GTA. Et selon lui, si chacun pousse l'autosuffisance trop loin, on se retrouve tous avant la révolution industrielle quand on était tous agriculteurs et qu'on était tous en autarcie. Sur le dernier point, sur Bitcoin, je ne suis pas forcément d'accord avec Balaji, car oui, il y a une notion d'être souverain, autosuffisant, mais je pense qu'il y a aussi une volonté de construire une communauté. Le fait que la plupart des codes de Bitcoin, mais aussi d'Ethereum, soient open source, le but c'est de collaborer et de ne pas être chacun dans son coin. Et personnellement, c'est le modèle de la Chine qui me fait le plus peur, le totalitarisme digital. Voilà, c'est totalement contre mes valeurs personnelles. Moi, je tiens vraiment à ma liberté et je suis plutôt d'accord avec les libertariens de Bitcoin. J'aimerais bien que vous me partagiez votre avis aussi en commentaire pour que je sache un petit peu votre avis sur la question. En tout cas, ce qu'on veut, c'est laisser le choix aux citoyens. Pour mieux comprendre où se situent la Chine, les États-Unis et Bitcoin dans l'échiquier culturel, voici une visualisation super intéressante entre la direction économique des grandes organisations en 1988 et la direction culturelle des puissances de notre monde aujourd'hui en 2022. Donc en 1988, tout à gauche, on a bien sûr l'URSS et tout à droite, les États-Unis. Donc là, rien de surprenant.
Mais quand on regarde la photo en 2022, on a tout à gauche de l'échiquier culturel les États-Unis, parce qu'en fait, donc selon Balaji, les États-Unis sont des ethno-masochistes. L'ethnomasochisme, en fait, c'est les Blancs sont des racistes, des oppresseurs. Donc en fait, les Blancs dénigrent eux-mêmes leur propre race, la race blanche. Personnellement, je suis un petit peu plus nuancé. Je pense pas que les États-Unis soient des ethno-masochistes. Je pense que Balaji a en partie raison. Et je pense qu'il y a toujours des Américains qui sont super fiers de leur nation. Et tout à droite, donc il y a la Chine et la Russie qui sont anti-gays et ethno-nationalistes. Donc ça veut dire, pour la Chine, le peuple chinois est le meilleur. Juste un petit rappel, selon le gouvernement chinois, il y a eu 0 cas de Covid en Chine entre 2020 et 2022. Et selon le gouvernement de San Francisco, en 2021, le taux de criminalité serait descendu. Mais quand on voit la réalité des choses, alors c'est juste impossible qu'il n'y ait pas eu de cas de Covid en Chine pendant 2 ans. Et pareil, pour San Francisco, c'est une ville avec beaucoup de criminalité. Donc il y a vraiment une nécessité d'avoir des données qui sont on-chain, sur la blockchain, qui sont vérifiables et transparentes. Et surtout résistantes à la censure. Et donc maintenant, on va parler des futurs possibles. Un des futurs possibles est de créer un 4e pôle qui s'oppose à l'ordre établi, donc qui s'oppose aux États-Unis, à la Chine et à la crypto-anarchie. Ce 4e pôle, ça pourrait être un cercle de sociétés, d'États réseaux et de communautés qui se font extrêmement confiance pour créer une alternative aux États en faillite et aux États Big Brother. Si vous vous demandez ce qu'est un État réseau, j'ai fait une vidéo sur le sujet et vous pouvez la regarder juste ici. Lui, Balaji, pour créer ce 4e pôle, il parie gros sur la communauté indienne. Pour lui, la communauté indienne va être la prochaine communauté à s'imposer au niveau international. Je suis quand même assez d'accord avec lui parce qu'il annonce 4 points importants pour prouver le potentiel de la communauté indienne. Donc là, je suis sur Twitter et le premier point, en fait, c'est une comparaison avec Los Angeles et justement les trains. Donc là, c'est une image des voies ferrées de Los Angeles qui sont quand même remplies de déchets. Et il montre des voies ferrées en Inde. Donc là, c'est un métro. Et voilà, là, il y a pas mal de trains. C'est quand même très, très propre. Et là, c'est l'intérieur du train. Donc, je suis allé en Inde. J'ai vécu 3 mois à Bangalore. Donc, je peux vous dire que, toute l'Inde n'est pas aussi propre que ça. Mais c'est vrai qu'il y a des énormes efforts qui sont faits. Et moi, quand j'y étais, c'était en 2017. Et à cette époque-là, c'est vrai qu'à Bangalore, il y avait pas mal de voitures électriques qui commençaient à arriver. Et donc, j'étais quand même assez surpris du développement en Inde. Là, sur ce deuxième graphique, on voit le pourcentage d'Indiens qui ont Internet. Donc, en 2007, c'était 4%. Et aujourd'hui, on est à plus de 50%. Donc, le taux de pénétration d'Internet est très, très élevé. On le sait aussi que le développement économique de l'Inde est super bon. Ils ont un taux de croissance très élevé. Et l'Inde est en 3e position en nombre de licornes présentes. Juste derrière, donc en 1, c'est les États-Unis, en 2, la Chine, et en 3, c'est l'Inde. Et il y a 5 millions d'Indiens ou de descendants qui sont aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Ils ont commencé en tant que médecins ou ingénieurs et maintenant, il y en a beaucoup qui sont à des très hauts sommets. Je pense notamment à Kamala Harris, qui est quand même la vice-présidente des États-Unis, à Sundar Pichai, qui est le CEO de Google, à Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, ou à Parag Agrawal, j'espère que je prononce bien, qui est le CEO de Twitter. Selon Balaji, les années 2020 seront pour le réseau indien ce qu'a été les années 2010 pour la Chine. En 2010, la Chine avait une licorne, en 2015, elle en avait 5 et en 2020, une vingtaine. Et à l'été 2022, il y a déjà 21 licornes indiennes, dont Polygon. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce qu'est Polygon, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a quelques temps et tu peux la trouver juste ici. Je suis allé vérifier ces chiffres en termes de licorne. Donc une licorne, en fait, c'est une entreprise privée qui est évaluée à plus de 1 milliard de dollars. C'est une sorte de start-up en fait qui n'a pas encore été cotée en bourse. Et donc voilà ce que j'ai trouvé sur Statista. Donc en 1, c'est les États-Unis avec presque 500 licornes. En 2, la Chine avec 300 licornes. Et en 3, l'Inde avec 50 licornes. Donc les États-Unis et la Chine ont quand même une belle avance sur l'Inde pour le moment. Et moi, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est qu'il n'a pas du tout mentionné l'Europe. Parce que si on regarde le graphique, quand on cumule le Royaume-Uni qui a 39 licornes, l'Allemagne 26 et la France 19, on est quand même à 84 licornes. Et je pense que l'Europe a un vrai rôle à jouer et c'est un pôle d'innovation fort avec beaucoup d'entrepreneuriat. Donc maintenant, à quoi va ressembler le futur du monde tripolaire et qu'est-ce qui va se passer en fait si l'un des trois triomphe? Donc Balaji, lui, il pense que Bitcoin va détruire l'économie américaine. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui pense la même chose et donc je vais analyser un peu pourquoi il pense ça.
Selon Balaji, les USA vont vers un conflit interne entre le gouvernement actuel, le gouvernement établi, et le peuple. D'un côté, on aura le gouvernement fédéral américain, qui va être représenté par le New York Times, le Parti démocrate et le dollar, et ils vont lutter pour la démocratie, au nom de la démocratie. Et de l'autre côté, on aura les insurrectionnistes. Donc pour Balaji, ce sera le parti républicain et bien sûr tous les pro-Bitcoin et ceux qui sont pour la décentralisation. Et ces insurrectionnistes, ils luttent pour la liberté et contre la tyrannie fiduciaire. Et donc Balaji énonce 4 points qui valident sa thèse. Le premier point, c'est la montée des extrêmes, comme on a pu le voir avec le président Trump. L'économie américaine est en déclin, ce qui va créer beaucoup plus de mécontentement, et les inégalités et la jalousie augmentent. Ici, on voit le coefficient de Gini. C'est un coefficient qui permet de montrer les inégalités. Donc là, on voit que dans les années 70, le coefficient était autour de 35, et aujourd'hui, il est à plus de 40. Et le quatrième point, c'est que l'autorité a perdu de son éclat. Avant, on voulait travailler dur pour atteindre le rêve américain et aujourd'hui, ce rêve américain existe dans beaucoup moins d'esprits. Et selon Balaji Srinivasan, l'élément déclencheur, ce serait le moment où le gouvernement américain veut saisir des bitcoins. Et pour lui, ça se passerait en 3 phases. Le premier point, c'est que l'inflation continuerait de grimper, donc on est une décennie inflationniste. Et en 2, le bitcoin atteindrait des sommets jamais atteints auparavant dus à l'inflation. Et en 3, le gouvernement essaierait de saisir les bitcoins de ses citoyens. Et je pense que c'est tout à fait possible que le gouvernement européen puisse agir de la même manière et décide de saisir nos propres bitcoins. Et donc pour moi, la meilleure façon de garder ces crypto-monnaies en sécurité et que personne puisse nous les subtiliser, même pas le gouvernement, c'est d'avoir un cold wallet et de garder ça en sécurité. Si vous n'avez pas de cold wallet, c'est vraiment un outil super important pour se prémunir de potentielles subtilisations du gouvernement, mais aussi pour ne pas se faire hacker son portefeuille crypto. Si vous souhaitez protéger vos cryptos, je vous conseille le Ledger Nano X, c'est celui que j'utilise. Je mettrai un lien d'affiliation en description et en commentaire. Il faut savoir que c'est déjà arrivé, non pas avec Bitcoin, mais avec l'or. En 1933, comme on peut le voir sur ce document, les États-Unis ont rendu illégale la possession d'or. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'or de tous les citoyens. Ensuite, ils ont augmenté le prix de l'or. Et ensuite, ils ont revendu l'or aux citoyens beaucoup plus cher. Et c'est pour ça que Bitcoin est super puissant parce que le gouvernement ne pourra jamais réussir à faire ça. Qui a le plus de chances de gagner entre Bitcoin et le dollar et l'économie américaine? Selon Balaji, c'est Bitcoin. Car il y a un nombre limité de Bitcoin et on ne peut pas faire marcher la planche à billets avec Bitcoin. Et là, je rejoins vachement Balaji Srinivasan. Je pense que dans les 10 à 20 prochaines années, il y a de grandes chances que Bitcoin devienne une réserve de valeur mondiale et non plus uniquement un asset spéculatif. Et Balaji parle uniquement de Bitcoin, mais je pense qu'Ethereum a toutes ses chances de devenir une vraie réserve de valeur dans les prochaines années. Et donc dans le cas de la Chine, selon Balaji Srinivasan, les États-Unis aideraient le peuple chinois à se révolter et à créer une sorte de coup d'État. C'est probable que la Chine résiste à ce coup et en sorte vainqueur et encore plus puissante. Et donc la Chine, mais c'est déjà le cas, mais se dirige vers un État totalitaire digital. Donc avec l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, tous les citoyens chinois sont vraiment traqués de très près. Et il deviendra impossible pour le peuple chinois de librement quitter le pays. Et ils seront aussi enfermés dans un système monétaire dirigé par le yuan digital. Juste quelques chiffres pour illustrer cette tendance. En 2019, il y avait 154 millions de personnes qui ont pu voyager hors de la Chine. Et en 2021, on n'était plus qu'à 8,5 millions. J'ai pas mal d'amis chinois qui m'expliquent comment ça se passe en Chine. Et en fait, nous, ça fait 1 an qu'on n'entend plus parler du Covid, ou presque plus. Et eux, dès qu'il y a un soupçon de cas Covid, ils ferment tout le bâtiment, ils le désinfectent complètement. Et si peut-être il y a 1 ou 2 ou 3 cas, ils ferment carrément toute la ville et toute une ville est confinée. Et sur l'application Alipay, qui est donc le PayPal chinois, il y a quelques années, c'était possible de transférer ses yuan vers des comptes à l'étranger, comme en France. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc le gouvernement chinois souhaite qu'aucune richesse ne quitte la Chine et il est fort probable aussi que la volonté de continuer à maintenir le peuple dans une frayeur contre le Covid, c'est aussi une manière de les contrôler, notamment à Shanghai, qui a été fermé il y a quelques temps pour avoir la main mise et contrôler l'opposition politique. Les Chinois sont très obéissants et très travailleurs, mais si la Chine continue avec une vision très protectionniste et se renferme sur elle-même, c'est possible qu'au niveau économique, il y ait un certain déclin. Et là, un peuple qui n'a aucune liberté avec une économie en déclin,
ce serait possible que le peuple finalement ait envie de se rebeller. Et donc selon Balaji Srinivasan, l'intermédiaire international, donc la construction d'un 4e pôle serait avec la diaspora indienne un peu en leader de ce pôle, mais pas que, il y aurait aussi les Israéliens qui ont beaucoup de licornes, les Vietnamiens et aussi les Coréens du Sud. Mais après, bien sûr, vu qu'on parle du futur, ce ne sont que des suppositions. Les États-Unis pourraient se redresser et redevenir une puissance mondiale. La Chine pourrait imposer au monde entier sa vision d'une intelligence artificielle surpuissante qui pourrait contrôler absolument tout le peuple du monde. Et la Chine pourrait aussi, peut-être dans quelques années, se lier avec les États-Unis pour essayer de détruire Bitcoin. Et donc la solution que propose Balaji Srinivasan, c'est de créer ce qu'on appelle des network states, donc des états réseaux, où il serait très facile de opt-out, donc de quitter un état réseau qui ne nous plairait pas, et où tout le monde se ferait beaucoup plus confiance. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les états réseaux, je vous conseille de la regarder et vous pourrez la voir juste ici. La Chine, les États-Unis et Bitcoin et les relations qu'ont ces 3 pôles entre eux, c'est un sujet sûrement assez polémique et moi je serais très intéressé de connaître votre avis, donc je vous invite à écrire un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo et si vous l'avez regardée jusqu'au bout, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne et aller voir aussi mon compte Twitter, mon compte TikTok et Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.